Il y a des moments dans le sport où l'air devient si dense qu'on pourrait presque le toucher. Ah oui, Une finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est exactement ça. c'est plus que du foot. C'est beaucoup plus que du foot, c'est le cœur d'un continent qui bat. C'est la fierté, l'euphorie. Le désespoir aussi parfois. Exactement. Mais que se passe-t-il quand cette passion, elle déborde? Quand les dernières minutes d'un match virent à l'incident? C'est là que tout se joue. C'est précisément ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans la gestion de crise juste après la finale de la CAN 2026, une finale, on peut le dire, électrique entre le Sénégal et le Maroc. Très électrique. Notre source, c'est un article de Wisport du 23 janvier 2026. Et il analyse la communication officielle du Maroc juste après les événements. Notre but, c'est vraiment de décortiquer comment les mots sont choisis, pesés, pour tenter d'éteindre un incendie. Comment la diplomatie prend le relais sur le sport. C'est ça. Comment les mots peuvent-ils calmer les esprits quand le jeu est terminé? On analyse ça en profondeur. C'est parti. Alors, pour bien poser le décor, la finale de la 35e CAN. Elle s'est jouée le dimanche 18 janvier 2026. Mhm. L'article de Wisport, lui, il est écrit quelques jours après, et il décrit une atmosphère qui est encore très très lourde. Oui, on sent que la pression n'est pas retombée. Pas du tout. Il parle d'une tension qui peine à redescendre, et surtout il mentionne, sans donner de détails sordides, que des fâcheux incidents et de très déplorables agissements se sont produits. Voilà. Et ce flou est presque aussi important que les incidents eux-mêmes. C'est-à-dire, Dans le sport à ce niveau, surtout entre deux grandes nations, deux voisins, l'étincelle peut venir de n'importe quoi. Une décision d'arbitrage, un geste. une altercation. Exactement. Et ce qui est sûr, c'est que ça catalyse des émotions qui dépassent complètement le terrain. On touche à la fierté nationale. À l'identité. À l'identité, oui. Et quand des millions de gens vivent ça avec une telle intensité, le moindre dérapage est perçu comme une offense. La gestion de l'après-match, ce n'est plus la communication sportive, là. C'est de la diplomatie. C'est un acte de haute diplomatie. Et justement, la réponse officielle, elle se fait attendre. L'article nous dit que le cabinet royal du Maroc ne parle que le jeudi, 4 jours après. 4 jours après la finale. C'est long, 4 jours. On imagine l'ambiance sur les réseaux sociaux, dans les cafés. L'effervescence, oui. Pourquoi attendre si longtemps? C'est une question de timing. C'est purement stratégique. Pour ne pas réagir à chaud. Exactement. Réagir à chaud, c'est le risque de dire un mot de trop, de jeter de l'huile sur le feu. Ces 4 jours, ils permettent deux choses. D'abord, laisser la première vague d'émotions, la plus brute, retomber un peu. D'accord. Et surtout, ça leur donne le temps de calibrer une réponse absolument parfaite, pesée au milligramme. Une communication précipitée dans ce contexte, ça peut faire plus de dégâts que l'incident lui-même. Le silence, ici, c'est une arme. Et quand cette parole arrive, elle est surprenante. On attend une réaction sur les incidents, et le communiqué du roi Mohamed VI commence par toute autre chose. Oui, il prend tout le monde à contre-pied. Il remercie l'ensemble des composantes de la nation pour la pleine réussite de cette magnifique manifestation. Il félicite les citoyens, les supporters, l'équipe. Bref, il célèbre. C'est assez contre-intuitif, non? Ça l'est si on pense de manière linéaire. Mais en communication de crise, c'est fondamental. C'est ce qu'on appelle le recadrage. Le recadrage? Oui. Au lieu de se laisser enfermer dans le cadre négatif de l'incident de la finale, eh bien le communiqué impose son propre cadre, beaucoup plus large. Le succès historique de l'organisation de la CAN. Ah, je vois. Le message, en gros, c'est « Vous voulez parler de 3 minutes de tension? D'accord. Nous, on va vous parler de 4 semaines de succès continental. » En commençant par la fierté nationale, il crée un sentiment d'unité. Et il relativise l'incident? Voilà. L'incident n'est pas nié, mais il devient une simple note de bas de page dans un chapitre qui est glorieux. C'est très habile. C'est une manière de reprendre le contrôle du récit. D'accord. Donc on célèbre d'abord, mais le communiqué va plus loin, il explique pourquoi c'est un succès. Il parle d'une politique sportive volontariste, du choix patriotique des joueurs de la diaspora. C'est juste de l'autocongratulation ou il y a autre chose? Oh, il y a un objectif bien plus profond. Ce n'est pas que de l'autocongratulation, c'est une démonstration de force tranquille. C'est-à-dire? En liant le succès de la CAN à des politiques de long terme, à des choix de société, le communiqué transforme un événement sportif en une preuve. Une preuve de quoi? Une preuve du bon qualitatif que le royaume a réalisé. Le football devient une vitrine, une métaphore du modèle marocain. Le message n'est plus seulement pour les Marocains. Il est aussi pour l'international. Bien sûr. Il dit « Regardez ce qu'on est capable de faire ».
Notre succès dans le sport, c'est le reflet de notre succès en tant que nation. C'est une façon de marquer des points sur le plan diplomatique, économique. C'est fascinant. Tout ça est construit avant même de dire le mot incident. Et quand enfin le communiqué aborde la controverse, c'est avec des pincettes. Ah oui, La phrase, c'est même si cette grande fête semble avoir été tristement entachée par l'épisode malheureux des dernières minutes du match. voilà. Épisode malheureux, fâcheux incident, déplorables agissements. C'est d'un vague... C'est tout l'art du langage diplomatique. Chaque mot est choisi pour sa neutralité. Prenons-les un par un. Épisode. quelque chose de court, de passager. Exactement. Ça n'a pas vocation à durer. Malheureux, ça exprime un regret, mais ça ne désigne aucun coupable. C'est presque une fatalité. Hmm. Et incident, agissement, ce sont des termes génériques. Ça évite de décrire ce qui s'est passé et donc de raviver la polémique. Donc le but, c'est à la fois de reconnaître qu'il y a eu un problème, Oui, il faut valider le sentiment du public, sinon on passe pour quelqu'un d'arrogant. et en même temps de ne donner aucun grain à moudre à la controverse. C'est exactement ça. On constate, on déplore et on passe à autre chose. Mais est-ce que cette approche n'est pas un peu risquée? Est-ce que, notamment du côté sénégalais, on ne pourrait pas y voir une façon de fuir ses responsabilités, de minimiser des faits graves? C'est un pari, c'est sûr, et c'est là que le timing des 4 jours redevient important. D'accord. L'espoir, c'est que la colère initiale se soit un peu calmée, pour laisser place à une lecture plus rationnelle. Le risque de paraître condescendant existe, c'est vrai, mais il est jugé moins grand que le risque d'envenimer une dispute entre deux pays frères. Le but n'est pas d'établir une vérité judiciaire. Pas du tout. Le but est de restaurer une harmonie diplomatique. Et pour ça, il faut tout de suite élever le débat. Et c'est précisément ce qu'ils font. Juste après cette phrase, le communiqué pivote de manière spectaculaire. Le moment clé. Il n'en demeure pas moins qu'une fois la passion retombée, la fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus. Là, on change complètement d'échelle. C'est le coup de génie de ce communiqué. Il refuse de rester dans la querelle. Il propose une porte de sortie honorable à tout le monde. Comment? En invoquant une valeur supérieure. La fraternité interafricaine. L'idéal qui transcende la rivalité. C'est un appel à la grandeur, tu vois. Le message, c'est « ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous a divisés pendant quelques minutes. Ne soyons pas petits. » Il présente la passion du match comme quelque chose d'éphémère presque. De juvénile, oui, face à la maturité des liens fraternels. C'est très fort. Et cette idée est encore renforcée juste après. Cette réussite marocaine est aussi une réussite africaine. Ça va encore plus loin. Le Maroc ne fait pas qu'appeler à la fraternité, il partage carrément son succès. Absolument. C'est la dernière étape de la manœuvre. Le Maroc ne se positionne plus en adversaire du Sénégal, Mais en porte-drapeau? en porte-drapeau du succès de tout le continent. Le discours transforme une compétition en collaboration. Notre succès, c'est une victoire pour l'image de l'Afrique. C'est une manière très efficace de désamorcer toute rancœur. Comment en vouloir à quelqu'un qui vous dit que sa victoire est aussi la vôtre? Le Maroc se pose en leader bienveillant qui œuvre pour le rayonnement de l'Afrique. C'est brillant. D'accord. Sur le papier, c'est une stratégie de communication parfaite. Mais la grande question, c'est est-ce que ça a marché? Est-ce qu'un communiqué peut vraiment calmer les esprits? Eh bien, on a une piste de réponse et elle est dans l'article de Wisport. Ah oui? Oui, et c'est un élément capital. L'article précise que cet appel au calme fait écho à un message du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Qui a annoncé une future rencontre entre les deux pays au Maroc. Exactement. C'est la preuve que le message a été reçu 5 sur 5. Ça montre que l'apaisement n'est pas unilatéral. Les deux gouvernements sont sur la même longueur d'onde. Donc la communication publique a sûrement été précédée de discussions en coulisses. Très probablement. Et cette annonce de rencontre, c'est le symbole parfait de la réconciliation. C'est l'acte qui suit la parole. On tourne la page. Le match est terminé. La diplomatie a gagné. Si on résume, c'est une vraie masterclass. Face à une crise, la stratégie a été 1. Attendre que ça se calme. Laissez décanter. 2. Recadrer le débat sur un succès beaucoup plus large 3. Reconnaître le problème avec un langage très vague, très neutre. pour ne pas relancer la machine. Et 4. Élever la conversation vers un idéal de fraternité, de fierté continentale. C'est un cas d'école. C'est une excellente synthèse. Et ça nous amène à la question de fond, je trouve. L'article se termine sur une note d'espoir. Oui, en souhaitant que cette sortie officielle parviendra à calmer les passions.
Voilà. Mais ça soulève une réflexion qui est fascinante pour notre époque. Dans un monde où les réseaux sociaux amplifient chaque émotion, où chaque supporter peut devenir juge, procureur, quel est le poids réel de cette communication verticale? C'est une très bonne question. Est-ce que ce genre de communiqué très maîtrisé, très ancien monde si on veut, Oui. a encore le pouvoir d'orienter l'opinion? Ou est-ce qu'on a maintenant deux réalités qui coexistent? D'un côté, le récit officiel, apaisé. Et de l'autre, une réalité horizontale, celle des forums, des groupes WhatsApp, de Twitter, où les rancœurs, les mêmes vengeurs continuent leur propre vie. Complètement imperméable au discours officiel. Est-ce que le communiqué peut vraiment éteindre ces milliers de petits feux numériques? Ou est-ce qu'il ne fait que construire une façade de respectabilité pendant que, sous la surface, la guerre continue? Peut-être que le but n'est plus de convaincre tout le monde. Peut-être que le but est de donner un cadre, une ligne officielle à laquelle la majorité silencieuse peut se raccrocher. C'est une perspective intéressante. Le communiqué ne tue pas la polémique, il la marginalise. Il la rend, en quelque sorte, officiellement incorrecte. Le but ne serait donc pas d'éliminer la rancœur, mais de la priver de légitimité publique. Le récit officiel devient la norme sociale. Et ceux qui continuent la polémique, eh bien, ils se placent d'eux-mêmes en marge. C'est ça. Dans ce cas, la communication n'a pas calmé toutes les passions, mais elle a gagné la bataille du récit dominant. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être déjà une victoire essentielle. Une question qui reste ouverte bien après le coup de sifflet final.